Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Déraillés. Beaucoup de choses à dépaquer sur les derniers jours. On va parler médailles françaises, on va parler aussi chrono homme-femme et on va parler bien entendu de la course homme-femme qui arrive. Clément, comment ça va? Ça va très bien. On passe une super semaine de championnat du monde commence à se passer assez bien pour les Français. On aurait pu espérer mieux, mais pour l'instant, c'est pas trop mal, donc très content. Bon, super. Effectivement, ça se passe plutôt pas trop mal. Je crois 4 médailles pour le clan français déjà. C'est ça, 4 médailles. Il me semble, tu me corriges, hein, qu'on en a eu même une championne du monde chez les jeunes femmes. C'est ça, on a Célia Jerry ou Guéry, je sais pas comment ça se prononce, qui a remporté la course espoir chez les femmes. Elle a été championne du monde junior du chrono, championne du monde junior de cyclocross l'année dernière. Elle a que 19 ans. Alors je la connaissais pas très bien avant ça, mais bel espoir. J'ai vu son palmarès, ça a l'air plutôt intéressant. Elle a déjà été championne du monde de relais mix et championne d'Europe de relais mix aussi en cyclocross. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, Euh, j'ai vu que c'était en plus une course assez collective, hein. Il me semble que l'équipe de France a bien couru ensemble, avec sa partenaire française aussi, qui a fait un gros travail pour elle. Elle vient aligner la dernière concurrente sur la ligne, donc c'est bien de voir aussi le savoir-faire des jeunes Français et Françaises. Et puis bah, ça va dans la continuité de ce qu'on disait sur le développement du cyclisme féminin en France, hein. Oui, on a peut-être actuellement, avec les Néerlandaises hein, qui sont là depuis de longues années, on a peut-être Mm. la meilleure nation féminine au monde actuellement. Et on voit que justement on a de belles coureuses pour le futur, sachant que Pauline, malgré son talent exceptionnel, elle a peut-être plus pour très longtemps. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes pousses arriver comme ça et tout de suite performer. Ouais, c'est clair. Et puis chez les hommes, ça, on n'est pas en reste, hein, puisqu'on a eu un vice-champion du monde, on a eu aussi une médaille de bronze. Donc il y a aussi une belle relève qui devrait arriver si ça se confirme. Oui, alors chez les hommes, du coup, on a Johan Blanc qui fait deuxième sur la course junior. Mm. Il me semble à 16 secondes du premier, un Qui était anglais. apparemment intouchable, hein, on m'a dit l'anglais. Ouais, malheureusement un anglais. Et d'ailleurs, il me semble que Mm. l'équipe anglaise fait très grosse course parce qu'il me semble qu'ils ont trois coureurs dans le top 5, quelque chose comme ça. Euh, Assez fort de la part des Britanniques, pas des Anglais. Euh, et on a du coup Maxime Decomble qui va faire un très beau chrono espoir, qui va terminer à la troisième place. Euh, donc belle performance du coureur de l'équipe de formation de la FDJ. Ouais, et puis comme tu disais, l'équipe anglaise qui fait une grosse course, et puis on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui arrive derrière. Alors, une génération, je trouve, avec un niveau assez élevé, même si on n'a pas de, à part Tom Pidcock, mais on n'a pas encore de courant anglais capable de redominer une course comme Chris Froome a pu le faire par le passé, comme Mark Cavendish a pu le faire aussi au niveau des sprints. Mais effectivement, on a quand même, je trouve, un niveau général qui augmente, puisqu'on a les haters, on a Turner aussi qui progresse. Et effectivement, maintenant, chez les jeunes, avec des des bons espoirs, Matthew Brennan aussi, qui me semble est britannique, qui va être le leader des sprints maintenant chez la Visma, puisque Olaf Koy part chez Decathlon. Donc, je pense qu'on a quand même une génération à suivre en espérant que pour le petit pic de passage, que Ineos puisse faire leur razzia de jeunes talents britanniques. Oui, c'est vrai que la Grande-Bretagne, en règle générale, dans le cyclisme, ça a toujours été une nation qui avait un, deux coureurs d'un niveau exceptionnel et le reste qui était moyen, moyen plus. Mais depuis quelques années, ça a déjà commencé à l'époque de Froome et tout ça, hein, petit à Mm. petit, on a quand même une nation qui s'étoffe en nombre de coureurs de haut niveau. Et oui, du coup, les Britanniques sont en train de devenir une grosse nation du cyclisme avec un gros banc, un gros effectif dans ses rangs. Donc oui, un peu dommage pour nous parce que les Anglais, on n'est pas les plus grands fans. Mais C'est pas le oui, rugby, Clément, ici. oui, mais on les aime pas quand même. Belle nation quand même.
on n'est pas les plus grands fans, mais il faut respecter le travail. Ouais, puis ils ont investi énormément, hein, quand même dans les infrastructures, dans le développement des jeunes, dans la science autour du vélo. Je pense qu'on en tire aussi beaucoup, aujourd'hui de la période Sky, grâce au développement qu'ils ont fait. On est, effectivement dans un sport qui est devenu ultra professionnalisant et notamment chez les plus jeunes, hein, mais je trouve que la France a bien su suivre puisqu'on a des bons résultats et d'ailleurs ça je trouve ça se voit, dans l'invention il y a quelques années du relais mixte, où on a vraiment, des équipes très homogènes. Malheureusement, on vient mourir deuxième à quelques secondes de l'Australie. Ouais, c'est triste. On a battu les Anglais cette fois-ci, Clément. Mais je trouve que le niveau général, et effectivement pas du côté que les Britanniques, mais certaines nations ont un niveau général qui a fort augmenté. Je pense que par rapport à d'autres nations, avant de parler effectivement des quatrièmes, de la deuxième place, pardon, du relais mixte français, je pense qu'on a peut-être un peu de retard par rapport à d'autres nations, mais on commence à comprendre qu'effectivement, pour le développement des jeunes, bien heureusement et en même temps malheureusement, effectivement, il faut un certain niveau de professionnalisme et de suivi de plus en plus jeunes. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que dans le relais mixte, ça se voit puisque le niveau de l'équipe de France dans le relais mixte, donc au niveau féminin et masculin, a progressé. Et pourtant, on n'était pas du tout, il y a même 5 ans, des professionnels de tout ce qui est contre-la-montre. Ouais. C'est vrai que la France, et ça ne tient pas que du cyclisme, on a beaucoup de mal à professionnaliser les jeunes. Parce que on a beaucoup cette idée de le sport, c'est avant tout s'amuser, c'est un loisir. Alors oui, c'est vrai. Mais sauf que si on a envie de devenir de grands champions, il faut que les jeunes se professionnalisent de plus en plus tôt. Euh, c'est le seul moyen d'être au niveau des autres nations. Donc la France a toujours un petit retard, je trouve, par rapport à des nations dans les autres sports, bah, comme l'Angleterre, comme souvent les Américains. Beaucoup de nations dans le sport en général n'hésitent pas à professionnaliser les jeunes. Pour le cyclisme, c'est vrai que le chrono, nous, on était en junior il y a quoi, une dizaine d'années. Facile 10 ans, quand même. Il y avait quelques chronos, mais franchement, la plupart, alors je pense que la plupart le font aussi encore avec leur vélo de route, mais c'était plus un chrono histoire de mettre un chrono, c'était pas. Ouais, il y avait les chronos des championnats régionaux, mais ou sur des petites courses par étapes qu'on pouvait avoir, ou alors justement sur les UCI, mais quasiment pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Oui, il y avait pas de rampe, personne n'avait de casque pour filer. Il y avait des problèmes de chrono. Alors là, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je sais pas. Je suis pas sur tous les chronos juniors pour savoir. Mais à l'époque, il y avait des problèmes de chrono. C'était incroyable. Il y en avait qui mettaient 3 minutes au deuxième, alors que bon, les chronos étaient stupides. Et j'espère qu'on se professionnalise de plus en plus avec ça. Que ça passe aussi par la piste, hein, parce que beaucoup de Hum. pistas deviennent de bons rouleurs. Et oui, du coup, c'est vrai que la France est en train de s'améliorer au niveau professionnel, en tout cas sur les chronos. Du coup, on a un Bruno Mirail qui fait 2 top 10 de suite au championnat du monde. Euh, Oui, c'est vrai. alors, peut-être que par rapport au très grand nom du chrono, ça paraît moyen comme performance, mais pour le cyclisme français, c'est assez beau. On a des jeunes comme Paul Sexas qui, du coup, dès ses 18 ans, sont déjà d'excellents rouleurs. Et puis, on a des coureurs, Vauquelin, Sivakov, tout ça, ça progresse. Et chez les femmes, pareil, on a de très bonnes rouleuses. Et du coup, c'est ce qui nous a mené à cette belle deuxième place sur le relais mix, où les hommes font de belles performances collées aux Suisses. Hum. Je pense même qu'on passe la ligne devant les hommes. On a une seconde d'avance sur eux. Ouais, 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 tout à fait. Par contre, les Australiens, avec Luke Plapp, Jay Vine et Michael Matthews, ils nous ont mis 30 secondes. Alors, Hum. on sait que le chrono par équipe, les Australiens, ça a toujours Ouais, été c'est clair, ça a toujours donné. été une Le spécialité, ouais, chrono de même sur manière piste. générale, mais le chrono par équipe, incroyable. Ils nous mettent 30 secondes. Hum. Et de toute façon, c'est vrai qu'en général, le relais mix, c'est chez les femmes que la plus grosse différence se fait. Pourquoi? Parce qu'en général, les écarts de chrono se fait tout le temps sur les vitesses lentes. Alors, je suis pas en train de dire oui, les femmes sont lentes, mais oui, elles sont moins rapides que les hommes. Du coup, les écarts de chrono sont forcément plus importants chez les femmes que Hum. chez les hommes.
Euh, et du coup, magnifique performance des Françaises, qui du coup ont repris encore quelques secondes face aux Suisses, et qui ont pris beaucoup de temps sur les Australiennes, qui du coup, elles ont réalisé une performance plus que moyenne, parce que donc elles ont perdu quasiment 25 secondes sur les Françaises. Hum, hum, hum. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est pour ça, le relais mix, on l'attendait beaucoup parce que je trouve que un exercice qui change un peu de ce qu'on a. En plus, encore une fois, on n'a pas assez, je trouve, de chrono par équipe dans le World Tour aujourd'hui. Ouais. Alors, celui de la Volta n'est pas le meilleur exemple, mais je trouve qu'on devrait en avoir plus et j'espère en revoir sur le Tour de France prochainement parce que, notamment avec les équipes mastodontes qu'on peut avoir avec Red Bull maintenant et Visma et UAE, je pense que ça pourrait être intéressant de voir les écarts ou justement figer la course entre ces trois-là et les rapprocher. Donc je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, effectivement, comme tu parles de chrono, on peut peut-être parler du chrono féminin en premier, peut-être du chrono masculin par la suite. On va peut-être se concentrer sur le côté féminin, comme on a vu le chrono, et comment du coup on voit la course. On avait parié sur Demi Vollering, au final qui vient échouer deuxième, derrière la Suissesse avec qui on avait effectivement un petit pari à faire, qui prend d'ailleurs une belle revanche. Ouais. Euh, je te laisse peut-être commencer sur ce sujet. Bah, c'est vrai que Demi Vollering était un peu notre favorite. Très bonne rouleuse, elle grimpe bien, et puis depuis quelques années, elle est probablement la meilleure coureuse du monde sur les 3-4 dernières années. Euh, Après, ça joue, hein, elle peut Hmm, être déçue. Mais ouais, la plus complète en tout cas. voilà, c'est ça. Donc c'est une course exceptionnelle. Après, c'est vrai que on avait pensé à Marlène Reusser parce que excellente rouleuse, super grimpeuse, elle avait toutes ses chances. Mais c'est vrai qu'il y avait des doutes sur l'état de forme qu'elle allait pour afficher sur ces championnats du monde. Et bah, elle a tout simplement montré que elle était en forme et elle a brillamment remporté ce chrono. Ouais, j'ai l'impression que, on va venir aux hommes juste après, mais pour la parenthèse, que comme pour Remco, ils ont connu une année assez spéciale, mais ils ont pu se remobiliser et se concentrer sur ces championnats du monde de chrono. Et puis sa performance, elle est XXL, hein. Petite parenthèse sur Juliette Labousse qui fait aussi un beau chrono. J'espère l'avoir progressé encore sur les années à venir. Je pense qu'elle a les moyens de le faire et peut-être de gagner peut-être un grand tour en l'absence des gros mastodontes parce que à part si elle prend encore un gros niveau, je la vois pas faire, mais en tout cas, podium du Tour de France, je pense que pour elle, c'est largement accessible. Ouais. Donc ça a fait plaisir. Je l'attendais un tout petit peu plus haut, mais compte tenu effectivement des performances des trois premières, c'est déjà bien septième, il me semble. Donc, euh, donc non, non, c'était bien et j'ai trouvé quand même le suspense assez intéressant comparé aux hommes sur lesquels on va parler juste après. Peut-être pour la course. Je pense que, effectivement, donc du coup, Russell va être un peu plus marqué, ou en tout cas regardé, puisqu'elle est en forme, alors qu'on l'attendait peut-être pas. Demi Vollering, à mon avis, va rester la favorite numéro un avec une grosse équipe autour d'elle. Mais, comme disait Pauline Ferrand-Prévot en interview, c'est vrai que je trouve que l'équipe de France a peut-être l'équipe X, vraiment le facteur X, dans leur équipe, au-delà de Pauline Ferrand-Prévot, qui va être la leaduse marquée par tout le monde. Puisqu'elle est puissante, elle a un coup de rein monstrueux, elle vient de gagner le Tour de France. On ne sait pas vraiment son Elle vient niveau de fraîcheur, d'écraser mais je pense que si elle est là, c'est. Comment? Elle vient d'écraser le Tour de France. Ouais, ouais, et je pense que si elle est là, c'est qu'elle les a préparés convenablement. Mais comme elle le disait, on a une belle équipe, hein. Juliette Labousse, il me semble Evita Music. Donc, Carbone, Servan, elles sont là. Curigné, est-ce que j'oublie les noms? Pauline Ferrand-Prévot, Marie Lenay, non? j'ai un doute sur l'équipe de France féminine. Je te laisse regarder, mais je pense que, il y a de quoi faire et si c'est pas Pauline Ferrand-Prévot, bah, ce serait d'autant mieux, j'ai envie de te dire, parce que ça pourrait peut-être faire passer un cap à l'une de nos Françaises. Parce qu'effectivement, on a besoin, comme tu le disais à un moment, d'une relève et je pense que la relève, bah, elle est déjà là. C'est juste qu'elle doit s'affirmer derrière Pauline Ferrand-Prévot, et prendre un petit peu de galon. Oui, clairement. Du coup, pour l'équipe de France, on a Léa Curigné, Pauline Ferrand-Prévot, Cédrine Carbol, Juliette Labou, Marie Lenay, Evita Musique et Maëva Skiban.
Ah, Marie Blanc, je me disais bien qu'on en avait oublié une au-delà de. Ah bah, Euh, ouais, j'ai même l'impression que on a une meilleure équipe que les Néerlandaises. elle est plus complète pour ce genre de parcours, je pense, Mais clairement. Après, en termes de stratégie, je pense que on doit l'expérience fait partir de bien. loin avec une ou deux Françaises, encore une fois, comme on disait, et laisser Pauline finir le travail. Ou alors, en fonction de comment va être esselé leurs adversaires, mettre un rythme d'enfer et envoyer Pauline Ferrand-Prévot sur orbite dans les derniers tours. Ah, c'est vrai qu'on a cet avantage, c'est que je pense que Pauline fait peur. Mmh. Pauline a un peu l'aura chez les féminines que peut-être un peu moindre, mais que peut avoir un Tadej Pogacar. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire que je pense que Pauline va être marquée. Je lâche le moins d'accélération dès qu'elle va se mettre en danseuse, je pense que ça va Ouais, puis commencer. c'est violent comme accélération hein, de la part d'une vététiste aussi. Hein. Oui, donc je pense que le fait que les adversaires soient focalisés sur Ferrand-Prévot, l'équipe de France peut avoir de très beaux coups à jouer. Donc j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est clair, j'ai hâte de voir ça. Je pense que dans tous les cas, on aura une très belle course niveau féminin, je Oui, pense. probablement Plus avec décanté à mon avis que chez les hommes. Euh, mais bon, bah, on croise les doigts et puis on espère pouvoir chanter la Marseillaise, il me semble samedi, donc dès Oui, demain. oui, demain la course commence à midi, il me semble. Ouais, d'accord. Bon, bah, va falloir que j'aille au vélo avant la fin. Et les Hein. juniors, les féminines juniors commenceront demain à 8 heures, il me semble. Ce qui est très tôt d'ailleurs, mais Ouais, ça fait tôt. Après, c'est 8 heures chez nous ou c'est 8 heures chez eux? Je sais même pas si on est sur le même fuseau exactement. il me semblait qu'on était sur le même fuseau. Donc Ouais. si Je c'est sais pas si 8 on est à une heures, ou une heure près, mais je pense que oui, on doit être sur le même fuseau. Euh, Concernant les hommes, bah, comme je disais, il n'y a pas eu match hein, après le premier point intermédiaire, 44 secondes d'avance pour la fusée belge. Euh, Moi, j'ai été super déçu, même s'il y a eu des belles performances. Mais bon, après, comme il disait, hein, Pogacar, il l'avait pas préparé de manière optimale. Il voulait vraiment préparer en ligne. Et c'est pour ça qu'il a été au Canada. Je pense qu'il a mis un peu de temps à récupérer du Tour de France. Donc, on verra comment il est dimanche. Mais je veux pas dire que je suis inquiet parce que je pense pas que c'est dans le corps du bonhomme. Il va avoir eu le temps de s'entraîner 2 fois entre-temps. Je pense qu'il va avoir la niaque. C'est une course quand même qui lui convient parfaitement. C'est vraiment le Tour des Flandres limite, en plus long, enfin en plus long, en plus costaud peut-être, je sais pas. Mais peut-être avec l'absence de Mathieu Van Der Poel, il va quand même être plus marqué par contre. Heu J'entendais l'équipe belge, pardon, la télé belge qui disait que Remco devait se focaliser sur Pogacar parce que là, effectivement, il pourra pas refaire le même coup que l'année dernière à partir à 100 km et tout le monde se dira ah mais c'est pas un peu fou? Bah non, on sait qu'il peut le faire. Je pense qu'on a une carte à jouer avec Pavel Sivakov, comme disait Tadej Pogacar, va falloir surveiller Pavel Sivakov, Tom Pidcock, Remco. J'en ai oublié un autre. Isaac Del Toro qui disait. Donc, on risque d'avoir une course de mouvement. Je sais pas comment tu vois la chose, mais en tout cas, vu le chrono, je pense que Remco sera en rendez-vous. Hein. ouais, c'est vrai que. Alors moi je pensais que Tadej Pogacar allait battre Remco sur le chrono. Parce qu'il Ouais, avait. bah, on le pensait tous, et puis au final, il y a plus de 2 minutes d'écart. Et on sait qu'en général, quand Tadej Pogacar se donne un objectif, ça fait très mal. Puis il Mais fait même pas podium. oui, il fait pas podium. Même si, en règle générale, quand on fait quatrième des championnats du monde de chrono, c'est une performance exceptionnelle. Pour Tadej Ouais, Pogacar, oui, il clairement, faut clairement, c'est se son dire meilleur résultat qu'est-ce qui s'est d'ailleurs hein, sur les championnats passé, du monde. qu'est-ce qui s'est passé, il était pas bien, tout ça, alors qu'en réalité, quatrième, c'est une incroyable performance. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu match du tout. Remco, ça a été vraiment un extraterrestre sur ce chrono. Parce que même si Pogacar ne fait pas podium, il y a quand même Giovanni, le deuxième, qui est à plus d'une minute. D'ailleurs, Hmm. on avait Pastillé, on se disait que peut faire Giovanni sur ce chrono. Et ben voilà, il a montré que c'était le meilleur des humains sur ce chrono. Donc super course de Giovanni. Euh, oui, maintenant, en fait, ce que je me demande surtout, c'est Tadej Pogacar, c'était en fait sa performance, comment on l'explique? Hmm, hmm, hmm. Est-ce que c'est un coup de moins bien qu'il a? On sait ça lui est déjà arrivé sur le Tour de France. Parfois, Tadej Pogacar, il y a une journée sans.
Mm. Alors tout le monde a des journées sans, mais Tadej Pogacar, alors est-ce que c'est parce que quand ça lui arrive c'est tellement exceptionnel ou parce que ça lui arrive souvent? Je ne saurais pas dire exactement. Je pense que c'est exceptionnel et je pense que, on attend tellement de lui des performances exceptionnelles Oui. que quand il a un coup de moins bien, c'est quand même effectivement que 4e, sur un championnat du monde, avec sa meilleure performance. Mais c'est surtout l'état dans lequel il était à l'arrivée. On a l'impression qu'il était à bloc, donc j'espère qu'il aura récupéré. Mais, je t'ai coupé, Mais vas-y, finis, mais c'est ça en fait. Du coup, est-ce que c'est juste une journée de moins bien ou est-ce que finalement il est pas en si grande forme que ça? Je rappelle que du coup à la fin du Tour de France on disait Pogacar, il a l'air fatigué physiquement et mentalement. On s'est dit il faut qu'il prenne une grande pause. Du coup, il voulait, je pense, à la base de la Vuelta, il n'y est pas allé, tout ça. Il a fait sa pause. Il a juste fait le week-end canadien avant les championnats du monde. Euh, du coup, c'est ça. On aura la réponse dimanche de toute façon. Est-ce que Tadej Pogacar n'est juste pas en forme parce que mal préparé, pas motivé, encore fatigué mentalement et qu'il aurait dû prendre une plus grande pause, ou est-ce que c'était juste un jour sans? Ça, on le saura dimanche. J'espère que c'était juste un jour sans, parce que ça peut nous faire une belle course vu l'état de forme de Remco. À la base, avant le chrono, je disais, il n'y a aucun monde où Remco peut battre Pogacar dans la mmh. finale, sur la course en ligne. Là, je pense que même si Tadej Pogacar est en forme demain, avec la forme qu'a affiché Remco sur le chrono, je pense qu'il peut avoir un beau duel. Ouais, je pense qu'il peut avoir un beau duel. Après, avant de rentrer dans la psychologie de Tadej Pogacar ou non, le week-end canadien, je l'ai pas trouvé, virevoltant. Alors effectivement, c'était ses courses de reprise, mais généralement, quand Tadej Pogacar revient sur une course, c'est qu'il est sûr de lui et qu'il va la gagner. Après, effectivement, la course au Québec qui est gagnée par Alaphilippe, elle est complètement, faussée par un gros mouvement à 80 kilomètres de l'arrivée. Mais tu vois, les autres, coureurs qui étaient aussi, en forme, ont pu accrocher son wagon. Alors effectivement, on sait que c'est moins dur qu'à Montréal et à Montréal, au final, il sort tout seul avec McCarthy, et il l'attend pour lui laisser la victoire. Mais je l'ai pas non plus trouvé exceptionnel ce week-end-là. Donc après, encore une fois, effectivement, je pense que le Tour de France, cette fois-ci, a vraiment une tollée physique sur lui. Il a mis du temps à venir. Je pense qu'il est en phase ascendante. On verra bien dimanche et on verra bien surtout au Grand Prix de Lombardie. Je pense qu'il a ça aussi dans le coin de sa tête où il veut marquer un record. Moi, j'espère juste pour l'aspect psychologique que le Tour de France n'a pas marqué un tournant dans la carrière de Tadej Pogacar mentalement et dans l'aspect préparation. Parce qu'effectivement, il y a 2 ans, il disait qu'il savait enfin bien s'entraîner. Il a connu 2 ans fast. J'espère que ça va pas briser quelque chose. On verra bien dimanche, je pense qu'il va avoir la niaque. On dira autre chose dimanche soir s'il gagne et comme quoi c'était juste une passade et j'espère que ça l'est. Parce que s'il gagne 2 fois d'affilée les championnats du monde avec ce qu'il a accompli en 2 ans, moi je le classe numéro un de l'histoire du vélo, hein, sans même attendre la fin de carrière. Maintenant, comment tu vois la course? Moi, je vois une course décantée. Je pense que Pavel Sivakov doit être le leader français dans tous les cas de notre côté. Parce que c'est celui qui offre, à mon avis, le plus de certitude. Julien Alaphilippe, sur un très grand jour, peut être très bon, mais je le vois pas être au niveau sur 260 kilomètres quasiment. Ouais. 260 km et surtout 5475 mètres de dénivelé. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Donc, Paul Sexas n'a pas l'air au mieux, mais je pense qu'il est vraiment là en tant que rôle d'équipier. On a Jordan Gega qui a l'air en forme, mais c'est pas non plus de la même trempe. Donc, déjà, top 10 français, je serais content. Maintenant, pour la course entre les favoris, t'es Remco Evenepoel, tu sais que tu as un endroit à être. C'est dans la roue de Tadej Pogacar. De surveiller ce qui se passe quand même à gauche à droite, effectivement, avec Isaac Del Toro, qui est pas le moins adroit sur des pavés, sur ce genre de circuit. On l'a vu sur ses classiques récemment. Surveiller les mauvais coups, etc. Mais tu as ta course calquée sur, effectivement, attention aux mauvais coups et attention à Tadej Pogacar. Maintenant, effectivement, tu sors à 2 ou à 3 ou à 4 et tu te retrouves quand même avec Tadej Pogacar dans le groupe. Tu peux pas attendre le sprint final parce que même s'il est à 90%, Tadej Pogacar sur un sprint en côte comme ça, il bat n'importe qui. En tout cas, au niveau actuellement, sauf s'il y avait Van Der Poel, Oui, c'est ça. mais là, il y a personne qui peut le battre. Donc, comment tu fais pour sortir? Parce que derrière, ça va vouloir rouler, ou alors il faut vraiment compter sur le fait que Tadej Pogacar n'a pas les jambes pour te suivre sur une attaque et que les autres vont le laisser rouler. Oui, c'est ça, c'est que le problème, c'est que Tadej Pogacar, en général, il suit toutes les attaques. Puis il a Primoz Roglic avec lui là cette année.
Oui, donc ça risque d'être très compliqué pour un favori de lâcher Pogacar. Et c'est pour ça que pour moi, ceux qui risquent le plus de lâcher Pogacar, c'est les outsiders. C'est pas les favoris. C'est les mecs qui vont partir, on va se dire ils sont pas dangereux, on les laisse prendre un peu le large, on jouera la course plus tard et potentiellement faire une surprise. Mais c'est vrai que pour un Del Toro, pour un Remco, je pense que lâcher Pogacar comme ça va être très compliqué. En tout cas sur une attaque. Donc à la limite, il faut que, pas forcément qu'il y ait une alliance, mais que tout le monde tente sa chance, que Tadej y aille à chaque fois, jusqu'au moment où il craque Il pourra physiquement. pas y aller, ouais. Euh, donc ça risque d'être très compliqué, je le vois quand même favori. Euh, mais oui, je pense que faut la jouer comme ça, faut que tout le monde y aille, un peu comme si c'était une course d'équipe, sauf que bien évidemment ils sont adversaires, chacun vaut. Mais c'est ça, il faut le laisser travailler. C'est en espérant isoler Pogacar le plus vite possible, donc lâcher Roglic. Et oui, faire envoyer des estocades. Ouais, et puis tu vois, quand tu regardes le parcours un peu en mode toboggan, ça me fait penser un peu au parcours final sur les JO. Donc c'est pour ça que je dis que, à mon avis, Remco, la manière dont il sort sur les JO, c'est après un gros moment fort. Et il sort un peu en facteur, mais avec toute la puissance qu'on lui connaît. Et je pense que vu ce qu'il a montré sur le chrono, sur une partie asphaltée, il peut sortir et après plus jamais être revu. Parce qu'effectivement, qui va rouler avec Pogacar? Je pense que l'intérêt de Pogacar, c'est de surveiller aussi Remco et d'éviter de se retrouver tout seul dans un groupe de 20, 25 et d'en mettre une sans pouvoir suivre Remco juste derrière. Après, le désavantage, je pense que pour Remco, euh, quand tu regardes les vidéos de la partie un peu pavée, alors effectivement, les pavés de Montmartre pour y vivre à côté, c'est pas non plus les pavés les plus lisses du monde. Mais par rapport à, je trouve, l'aspect de la route sur les vidéos là de la côte en question, moi, ça me fait penser plus à des pavés du Tour des Flandres, hein, donc c'est un peu plus dur quand même, hein. Ouais. Oui, c'est des pavés qui sont assez compliqués. Est-ce que c'est niveau Tour des Flandres? Je sais pas, mais en tout cas, oui, ils font mal. Et c'est vrai que Remco, en général, c'est pas sa tasse de thé, les pavés. Et surtout que Tadej Pogacar, lui, il est Il y a pas des sur références. Donc ouais, c'est vrai que ça risque d'être un moment charnière en fait. Je pense qu'après ils vont vite s'en rendre compte au bout de quelques tours l'état de forme de Remco sur les pavés en tout cas. On va le voir si à chaque tour il perd 10-15 places dans le groupe. Je pense que du coup les autres favoris vont vite le remarquer et ça va pas hésiter à faire sauter Remco Ouais. dans cette côte. Après, en plus, l'avantage pour Remco, même s'il lâche 15-20 mètres sur ça, et encore, je pense pas que ce sera le cas, parce qu'il a l'air quand même costaud. Les parties descentes, vu ce qu'on a vu sur le chrono, elles sont pas hyper techniques. Ouais. Donc, il a la puissance pour revenir derrière. C'est pour ça que je me dis, moi, un champion du monde, Remco Evenepoel, je trouve pas ça si décorrélé que ça, même si Tadej Pogacar est là. Parce que le parcours est pas non plus. Oui, il est dur, il est long. Effectivement, il y a beaucoup de dénivelé, il y a une partie pavée, mais je trouve pas le parcours si technique que ça. Je pense que ça va rouler vite tout le long. Donc Remco, il est habitué à ses efforts de 1 heure à bloc, euh, comme Tadej. Donc je pense qu'ils vont être à peu près au même niveau tous les deux. Le seul but pour Remco, c'est de ne pas arriver au sprint avec Tadej Pogacar. Ouais. C'est ça. Et après, même si Remco ne veut pas arriver au sprint avec Tadej Pogacar, on en a parlé déjà au podcast précédent. En général, Tadej Pogacar, même s'il sait que c'est le meilleur au sprint, il n'a pas envie d'attendre le sprint. Non, ouais, On l'a vu, il est parti de très loin. Là, on a le mont Kigali, c'est ça, qui est à ouais, à un peu moins de 100 km de l'arrivée. moins de 100 km de l'arrivée. On avait dit que potentiellement ça risquait d'envoyer les premières grosses attaques à ce niveau-là. Le dernier kilomètre est quand même à 13%. Hum, Euh, hum, hum. euh, C'est pour ça que je te dis, est-ce que à ce moment-là, même si effectivement c'est pas dans l'ADN de Pogacar d'attendre, si t'es pas sûr de toi, tu sais que tu as gagné la Flèche Wallonne, tu sais que tu aimes bien ce genre d'arrivée, tu as gagné sur le Tour de France ta centième victoire de la même manière, tu as quand même une bonne équipe cette année, je trouve, autour de toi. Pourquoi ne pas attendre le plus longtemps possible cette fois-ci, si tu es moins sûr de tes forces, même si c'est pas effectivement dans le caractère, mais est-ce que ça vaut pas mieux d'attendre 30 km, 20 km ou voir le sprint final, parce que personne peut sauf peut-être Isaac Del Toro, te battre sur un sprint.
Bah justement, j'ai un doute. Alors oui, dans les faits, il vaut mieux attendre de ne pas se faire un raid solitaire de 100 km que si on n'est pas en forme. Mais connaissant Tadej Pogacar, est-ce que justement, il risque pas parce que l'année dernière, en plus, du coup, comme tu l'as dit, la télé belge en a reparlé. Les gens ne vont pas laisser repartir Tadej Pogacar à 100 km de l'arrivée. On sait qu'il peut le faire maintenant, on va pas le laisser partir. Mais est-ce que du coup, Pogacar, qui n'est pas sûr, complètement sûr de ses forces, se dirait il faut que je les lâche maintenant, parce que peut-être que plus tard j'y Mm. arriverai pas, peut-être que je suivrai pas les premières leurs attaques. Ouais, tout à fait. Donc peut-être que dans sa tête, il va précipiter son attaque. Faudra voir dans quel état il est mentalement, comment il sent, hein. Mais je me dis peut-être que finalement une attaque de Pogacar à 100 km de l'arrivée, ce serait peut-être même un aveu de faiblesse. De se Ouais, dire, ouais, il y a sûrement de ça, effectivement. Après, je pense avec son aussi punch, que. prendre un gros écart et tenter de résister à la fin et que les autres collaborent pas très bien derrière. Ouais, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Je sais pas quelle est la meilleure stratégie pour l'un comme pour l'autre. Dans tous les cas, effectivement, pour Remco, c'est plus clair qu'il faut éviter d'arriver au sprint avec. Mais pour Tadej Pogacar, il a quand même l'embarras du choix, je pense. C'est pour ça qu'il est le favori numéro un. Euh, Peut-être que, comme tu dis, par contre, on aura une surprise. Il y en a un qui est assez malin si il a appris ces dernières semaines sur ses classiques, c'est Isaac Del Toro. Il est un peu du même style que Pogacar, très incisif, assez rapide au sprint. Il est capable de faire le coup du kilomètre et faire des efforts de 10-20 minutes à une très grosse intensité en termes de watts. Euh, Moi, je mettrais quand même une petite pièce, au moins sur un podium de la part d'Isaac Del Toro. Oui, c'était. Alors, dans mon pronostic, je l'avais mis du dernier podcast, je l'avais mis premier, mais c'est parce qu'on avait exclu Tadej Pogacar des pronos. Donc oui, je le vois toujours faire une magnifique course. Je pense que le podium, en réalité, se jouera entre les trois. Les trois sont sur le podium, je pense. Parce qu'ils ont l'air vraiment au-dessus du lot. Hum, Après, il y a un coureur. Alors, je le vois pas forcément faire une très grande performance parce que je pense pas que ce soit un génie tactique. Mhm. Euh, Ben Illy, à mon avis, on va vous le voir attaquer de partout. Parce Le que mec va sortir à 80 km de l'arrivée pensant aller chercher le maillot jaune. je pense que l'attaque à 100 bornes, il risque de la faire. Clairement. Pour revenir sur le circuit, il va attaquer à chaque fois. Je pense que on va avoir un Ben Illy des grands soirs. Quand je dis un Ben Illy des grands soirs, c'est pas forcément en termes de niveau, c'est en termes de spectacle. Parce que c'est un des coureurs qui en ce moment me fait le plus kiffer. Euh, il attaque beaucoup, c'est vraiment le coureur que j'aime. Il gagne pas forcément, Il mais se donne à bloc, le mec qui prend des relais de papa le dimanche matin, qui ne fait pas ses courses. Mais par contre, la sortie de 90 bornes avec les vieux du coin, il met des relais, quoi. c'est ça, il calcule rien et il me fait d'ailleurs penser à un ami qu'on a en commun du coup, Oui. qui était dans ce profil et donc ouais, j'aime beaucoup Bailly. Ouais, c'est clair, je suis d'accord aussi. Dans tous les cas, faudra être présent devant la télé dimanche parce qu'on va avoir un beau feu d'artifice. En plus, je trouve que c'est des championnats du monde visuellement qui sont super cool. Ouais. Euh, Ça change réellement et j'espère que ça se développera de plus en plus dans des localisations. J'aimerais bien des championnats du monde en Asie. Je pense qu'il y a de quoi faire en Thaïlande, au Vietnam, avec des parcours très sélectifs, même au Japon. Donc, on avait vu les Jeux de Pékin avec un parcours aussi dantesque qui avait été remporté par Samuel Sanchez. Mm. Euh, donc, ouais, il y a de quoi faire. Je pense que ça va être cool. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire prochainement ce que vous en pensez avant dimanche, faire vos pronostics. Nous, on va être très présents ce jour-là à essayer d'animer un petit peu les comptes. Donc soyez présents. N'hésitez pas à nous dire aussi les thèmes que vous voudrez qu'on aborde à l'issue de ces championnats du monde. Merci encore de vous être connectés. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir encore écouté les déraillés. Salut, à bientôt. Salut.